Alors la table ronde va commencer. Bruno, on te demande. Non. Ok, bon c'est pas grave. Il arrive. Il arrive. Alors bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'avoir bravé la foule et d'être arrivés jusqu'ici. Je remercie tout d'abord les maires ouvriers de France de nous accueillir, notre association Pure Curiosité au sein de leur belle exposition qui a pour thème la transmission. Voilà, est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon? Ok. Et donc ce thème de la transmission, quand on y pense comme ça, on pense tout de suite en général à la relation de transmission de savoir-faire entre un maître et son apprenti. Mais je pense que ce qui réunit aujourd'hui les maires ouvriers de France dans leur exposition, ce qu'ils ont voulu passer au-delà de la transmission d'un savoir-faire, comment ça se passe techniquement, c'est surtout la transmission des valeurs qui est en jeu. Et donc, pour aborder ce sujet, aujourd'hui, on vous propose la table ronde qui est intitulée « Tous artisans ». Alors pourquoi tous artisans? Parce qu'on assiste depuis quelques années à un véritable engouement, un regain d'intérêt pour tous les métiers de tradition artisanale. Donc que ça soit au travers des médias avec pas mal de reportages, de témoignages de ces personnes qui ont décidé à un moment donné de changer de vie et de réorienter leur carrière professionnelle. Et on peut le constater aussi parce que dans différentes villes, plutôt des grandes villes, en tout cas à Strasbourg on le voit, émergent des lieux dédiés à la création et au travail manuel, comme des Fab Labs, des ateliers partagés, des espaces de coworking dédiés à la création. Et donc, on voulait se demander que traduit cette volonté de retourner à la matière, quel est ce phénomène, qu'est-ce qu'il dit de notre société, qu'est-ce qu'il dit des mutations du marché du travail aussi évidemment, et surtout quel regard portent les artisans, donc les artisans de tradition, sur ce qu'on peut appeler les néo-artisans, donc ces personnes qui ont décidé de changer de carrière comme je le précisais tout à l'heure. Alors pour en discuter, je vais vous présenter les différents invités assez rapidement. Alors, on va commencer par ma droite, donc avec Thomas Farrugia et Emmanuel Fesch, qui sont donc des néo-artisans. Ils vous raconteront leur parcours dans quelques instants. Anne-Catherine Clarer, qui a créé la cabane des créateurs il y a maintenant 3 ans. C'est aujourd'hui l'anniversaire même de la création de la cabane des créateurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc la cabane des créateurs est située à Schiltigheim et c'est justement un lieu, c'est un espace de coworking dédié à la création et aux artisans. À ma gauche, donc Jean Lederman, ébéniste, maire ouvrier de France. Tout à gauche, Étienne Saille, qui lui aussi est maire ouvrier de France, carreleur. Et enfin, donc, il y a Jean-Laurent Casselli, qui est journaliste à Slate.fr et auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, La révolte des premiers de la classe, métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine. Donc je pense que déjà tout est dit dans le sous-titre du livre, et qui a donc enquêté et décrypté ce phénomène dont on va parler ce soir, donc ces nombreuses reconversions dans l'artisanat. Alors, pour démarrer, j'aimerais peut-être tout d'abord qu'on fasse un point sur justement sur ces changements de carrière, et j'aimerais d'abord donner la parole, alors soit Emmanuel, soit Thomas. D'accord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous faisiez avant, ce que vous faites donc maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez décidé d'amorcer ce changement, comment ça s'est passé concrètement. Voilà. Okay. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, je suis coiffeur depuis 3 ans. Avant de faire de la coiffure, j'étais chargé environnement sur des chantiers de travaux publics, donc ça n'a strictement rien à voir. La première fois que j'ai passé mon bac, je l'ai loupé, et déjà à l'époque, je coupais les cheveux de tous mes proches. Du coup, j'avais envisagé de faire un CAP coiffure. Mes parents m'ont conseillé d'avoir mon bac quand même, que si la coiffure ne me plaisait pas, que je pouvais reprendre mes études. Donc j'ai passé mon bac, j'en ai profité pour continuer. J'ai passé un IUT, Hygiène, Sécurité, Environnement. Et du coup, dans la foulée, j'ai bossé dans cette boîte de travaux publics du coup, pendant 8 ans.
Et les 2 dernières années, je me suis retrouvé sur des chantiers qui étaient bien moins intéressants, où je faisais beaucoup de paperasse, où je m'apercevais que personne lisait les documents que je rédigeais, etc. Du coup, à 30 ans, j'ai quitté mon entreprise pour un CAP coiffure. Et là, j'ai mon brevet professionnel cet été. Et je travaille dans un salon depuis 1 an avec un patron qui me forme à la coupe. Parce que avant de démarrer ce métier, j'avais un petit peu sous-estimé la technicité en fait de l'artisanat. Et en travaillant, je m'aperçois en fait que ça demande beaucoup de pratique et d'encadrement. Ok, merci. Bonsoir, donc moi c'est Emmanuelle Feucht, je suis aujourd'hui tapissier et décorateur sur Strasbourg. Tu peux ranger. Oui, Merci. pardon, excusez-moi. Donc mon parcours initial, effectivement je suis diplômée d'architecture depuis 2008 et j'ai entamé ma reconversion en 2012, voilà. Non, plus tard, pardon, 2014, voilà. Donc effectivement j'ai mon diplôme d'architecte en poche et je travaille 5 ans dans un cabinet strasbourgeois. Et en fait, un peu comme Thomas, voilà, le côté charge administrative lourde et tâches peut-être un peu plus ingrates que pendant les études où c'était très créatif, m'a un petit peu dissuadée de continuer là-dedans. Et j'ai commencé à me renseigner, me rapprocher d'artisans et essayer de voir voilà, comment je pouvais revenir à un travail plus manuel et comment avoir envie de me lever le matin et d'aller travailler avec joie. Voilà, ça c'était important. Et donc j'ai suivi un artisan pendant quelques temps avant d'entamer les démarches pour trouver la formation qui était compliquée quand même à trouver puisque passé un certain âge c'est assez compliqué de se faire financer une reconversion. Et finalement j'ai réussi à démêler ce sac de nœuds et trouver effectivement via la Fédération des métiers d'art en Alsace. J'ai participé au dispositif de transmission de savoir-faire rare et d'excellence chez un artisan sur Strasbourg. Et donc j'ai passé, suite à ces 2 ans de formation, un CAP pour valoriser mon savoir-faire et me faire peut-être aussi un peu reconnaître par mes pairs, parce que c'est un peu le sujet aussi de ce débat ce soir, la reconnaissance de ses pairs quand on vient un peu d'un autre milieu. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise depuis 3 ans, voilà, sur Strasbourg. Ça s'appelle Atelier Impérial. Merci. Alors, j'avais une première question pour vous. Ah oui, et je voulais préciser autre chose. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Hein. Comme ça, vous m'entendez mieux. En fait, il faut vraiment plaquer le micro sur son menton. Voilà. Okay. Alors, moi, je voulais vous demander le terme néo-artisan. Est-ce que vous l'avez déjà entendu avant que je vous parle de cette table ronde? Non. Rarement pour vous, Emmanuelle, d'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on dit « vous êtes un néo-artisan » ? Néo, moi, j'ai comme un petit sentiment on n'est pas tout à fait. On est artisan, mais on n'est pas tout à fait artisan. Voilà, ça m'inspire un petit peu ça. Je sais pas Thomas. En fait, moi, ce que je remarque, en fait, c'est que vu notre âge, les clientes ou les clients, quand ils viennent au salon, ils pensent que je suis coiffeur depuis 10 ans, alors que je suis un bleu. Après, c'est plus ça, en fait, pour moi. Je suis un artisan bleu, mais pas néo, je sais pas. Ça me dit rien, en fait. Ok. Très bien. Et la deuxième question, c'est comment s'est passé l'apprentissage, enfin la relation avec votre maître, on va dire. Comment est-ce que, sachant que vous ne veniez pas de cette tradition, de ce métier, comment vous étiez perçu, puisque vous aviez une autre expérience dans un domaine qui n'avait rien à voir?
Donc moi, j'ai rencontré donc, cet artisan. Bon, déjà, c'était compliqué au départ parce que j'étais une femme et que traditionnellement, il y avait beaucoup plus d'hommes qui étaient tapissiers décorateurs, parce qu'il est vrai que c'est un métier quand même relativement physique. Donc ça, c'était déjà la première problématique qu'il fallait désamorcer avec lui. Lui montrer que j'étais capable aussi de m'abîmer les doigts et d'y aller, de porter. Voilà. Et donc après, la transmission, oui, c'est un processus assez complexe parce qu'effectivement, c'est des personnes, souvent les artisans travaillent seuls, ne sont pas forcément dans des grandes structures, donc ils n'ont pas forcément l'habitude de transmettre leur savoir-faire. Donc c'est mettre des mots sur des gestes qu'ils font tous les jours de manière très automatique. Donc il y a une mise en mots qui n'est pas évidente pour le transmetteur. Voilà. Mais disons, après, il y a un lien qui se crée et on observe beaucoup et on reproduit. Et voilà, il y a des choses qui se mettent en place comme ça. On apprend différemment, effectivement, peut-être un peu plus vite ou plus mature quand on a justement 30 ans. Pour ma part, en CAP, on passe beaucoup plus de temps en fait à l'école qu'en salon quand même. On a 2 jours en salon où on fait beaucoup de shampoing, de café, de serviettes, des trucs comme ça. Donc on n'apprend pas grand-chose pendant le CAP. En cours, on apprend surtout à avoir notre diplôme. Donc on a quelques petites ficelles du métier, mais ça suffit pas. Et ensuite, une fois qu'on travaille, l'important c'est d'avoir un patron qui est compétent, pédagogue, qui décortique chaque coup, parce qu'en fait c'est assez complexe, c'est de la géométrie. Et du coup pendant 2 ans, moi j'ai pas appris grand chose en fait, à part en regardant des vidéos et tout ça. Et là ça fait qu'1 an que j'ai un patron vraiment qui bloque du temps dans la semaine pour qu'on soit que tous les deux sur une tête malléable ou sur un modèle, une vraie personne quoi. Et du coup, j'ai eu l'impression, avant de trouver ce patron, d'avoir quand même perdu pas mal de temps avant d'avoir cet échange et cette formation. Merci beaucoup pour vos témoignages. J'aimerais maintenant m'adresser donc à Anne-Catherine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez créé la cabane des créateurs, donc à Schiltigheim. J'aimerais bien que vous nous racontiez pourquoi vous avez créé cet endroit en fait. Est-ce que pour vous il fallait répondre à une demande? Est-ce que ça partait d'un projet personnel? Voilà. Bonsoir, donc, Catherine Carrère, j'ai la cabane des créateurs. Donc c'est parti en fait d'une frustration. Moi pendant des années j'ai fait des cours de sculpture, j'aimais beaucoup bricoler, je bricolais chez moi. Quand j'allais en cours de sculpture, bon, j'avais un poste, j'étais cadre dans une entreprise, j'étais responsable d'un organisme de formation, donc j'étais souvent en déplacement, donc je ne pouvais pas aller à mon cours, étant donné que j'étais en déplacement, c'était sur l'année. Et à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu envie de passer à autre chose et je me suis formée en fait à la fonderie d'art pour faire des reproductions en fait de mes sculptures. Et à ce moment-là, je me suis dit mais comment font les gens pour avoir le matériel, pour avoir l'espace, pour pouvoir créer, comment ils font? Et je me suis dit n'importe où on va, on a une salle de sport, on a envie de faire du sport, on descend dans la rue, à n'importe quel coin de rue, il y a une salle de sport. Mais il n'y a pas de lieu où on va pouvoir créer, fabriquer, bricoler. Il n'y a pas de lieu. En tant qu'artiste, c'est super compliqué de trouver, ou en tant qu'artisan, de trouver un espace avec un atelier. C'est tout de suite des frais, c'est tout de suite des coûts. Et je me suis dit, pourquoi pas créer à un moment donné un espace comme ça. Ok. Et du coup, donc aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il existe la cabane des créateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vient? Est-ce que c'est plutôt des professionnels, des gens qui font du bricolage? Voilà, quel type de population en fait? Alors j'ai voulu que la cabane des créateurs elle soit ouverte à tout le monde, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des particuliers. Donc on fonctionne en fait ou
à l'heure, exactement comme à la salle de sport en fait, ou à l'heure, en forme de ticket. Ils viennent 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée pour un projet bien défini. Mais ils peuvent aussi venir utiliser les espaces en mode abonnement. Donc pour les particuliers, on a un abonnement, mais on a aussi un abonnement pour les pros. Et les pros, ils viennent, ils ont leur espace qui s'est dédié, ils peuvent recevoir leur clientèle, ils peuvent utiliser les outils et ils peuvent surtout échanger avec des pros, des non-pros. Et il y a beaucoup d'échanges qui se font et d'échanges de compétences aussi qui se font et des liens qui se créent. Donc c'est un lieu de transmission aussi. Oui, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'échange et de transmission, puisque on organise aussi avec les pros et des cours, des ateliers, des stages, à la demande ou pas. Donc on a un céramiste, un tapissier décorateur, une illustratrice, une couturière qui viennent et qui apprennent aux gens à faire aussi. Et je crois que c'est aussi un lieu de... Alors je parlais de transmission, mais c'est aussi un lieu de transition, il me semble. Parce que pour des gens qui décident à un moment donné de changer de carrière, c'est aussi le type d'endroit qui peut leur permettre de tester, en fait, de se tester. Oui, c'est ça, en fait. J'ai beaucoup de gens qui sont créateurs et qui testent, en fait, d'une part parce qu'ils n'ont pas de locaux et qui se disent je ne vais pas investir dans un local et dans un bail 369 alors que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas si j'ai l'âme entrepreneur, si j'ai l'âme artisan pour mener mon projet à bien. Donc on a effectivement beaucoup de gens qui viennent en testant leur projet, des gens qui travaillent encore aussi et qui testent leur projet dans l'optique de partir et de s'installer et de devenir un néo-artisan. Merci beaucoup. Alors, Jean-Laurent, qui a donc écrit La révolte des premiers de la classe et qui a un peu servi de fil rouge pour préparer sa table ronde parce qu'il a vraiment décortiqué et étudié ce qu'il y avait derrière ces reconversions. Et d'abord, j'aimerais bien vous demander, en termes de chiffres, est-ce qu'on parle de phénomène, d'un épiphénomène? Voilà, si vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet. Alors, en termes de chiffres, est-ce que les néo-artisans, ça représente beaucoup de monde déjà sur les néo? Parce que moi, pour le coup, c'est un terme que j'emploie tout le temps. Peut-être un peu trop, vu qu'apparemment les néo-artisans ne l'emploient jamais eux-mêmes. En fait, néo, c'est un peu comme les néo-ruraux dans les années 70. On disait les néo-ruraux, c'est les gens qui ont vécu ailleurs avant, ils ont vécu en ville et après ils sont allés dans le rural, donc c'est des néo-ruraux. C'est pas vraiment une question d'âge, et les néo-artisans d'eux-mêmes sont des gens qui avaient un autre métier, une autre vie en fait professionnelle avant d'être des artisans. Et je pense que c'est important en termes de distinction parce qu'ils n'ont pas la même manière d'aborder le métier. Bon, on aura l'occasion de détailler ça. Alors concernant les proportions en fait, de gens qui sont concernés, je pense qu'on peut dire qu'à peu près maintenant dans un amphi de fac ou d'école, il y a probablement à peu près 1% des élèves, des étudiants qui à un moment ou un autre vont être concernés par la reconversion, l'envie, le pétage de plomb parce qu'ils sont dans un boulot qui n'a aucun sens. Alors soit ça arrive au bout de 5-10 ans de carrière, maintenant ça arrive de plus en plus tôt. On voit depuis que j'ai écrit le livre, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a des profils très jeunes qui, dès qu'ils ont terminé leurs études, en fait, se rendent compte, anticipent le fait que les boulots de bureau, de cadre, ne vont pas forcément leur convenir, et donc vont directement bifurquer, passer un CAP et devenir artisan. Ça pour vous dire que il y a plein de manières différentes de comptabiliser ce phénomène. Est-ce qu'on prend les gens qui ont fait par exemple Bac plus 5, formation technique type CAP? Est-ce qu'on prend les gens qui étaient dans un bureau et qui à un moment de leur vie deviennent des artisans? Moi j'ai passé quand même pas mal de temps sur les statistiques disponibles et c'est hyper difficile de donner des chiffres précis, mais il est clair que ça concerne des milliers de gens chaque année pour une raison simple, c'est que chaque année en France il y a 150 000 personnes qui sortent du système d'études supérieures, d'enseignement supérieur avec un diplôme d'enseignement supérieur, donc 150 000 par an. Même si vous en mettez qu'1%, ça fait quand même, je ne dis pas de bêtises, quelques milliers de personnes. Donc tout ça sur le marché du travail, année après année, ça finit par faire énormément de gens qui se reconvertissent. Et c'est pour ça qu'il y a un paradoxe statistique, c'est qu'en fait ça concerne assez peu de gens parmi les diplômés et les cadres,
On ne veut pas dire que ça concerne 25% des cadres, c'est pas vrai, c'est beaucoup moins. Mais en revanche, tout le monde en connaît, tout le monde a entendu parler de ces profils. Et de plus en plus, on a tous quelqu'un parmi ses proches ou sa famille qui est concerné par ces reconversions. Quelqu'un qui va vous dire mon fils il a fait, je sais pas, il a fait Sciences Po, il a fait une école de commerce et finalement il a ouvert une boulangerie, quoi. C'est des choses, il y a 10 ans c'était de la science-fiction. Enfin, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il fallait vraiment le chercher, quoi. Aujourd'hui, vous ouvrez un magazine en kiosque, je parie que vous avez trouvé un article là-dessus dans les semaines qui viennent. Donc c'est vrai que c'est devenu un phénomène de société, c'est devenu un phénomène médiatique. Le défaut des journalistes et des médias, c'est qu'ils ont tendance à grossir les phénomènes de mode parce que c'est des phénomènes émergents. Donc ils en parlent beaucoup, peut-être un peu trop. On peut avoir l'impression qu'ils en font des tonnes sur un phénomène qui, encore une fois, statistiquement concerne n'est pas un phénomène massif, mais je pense qu'en revanche, c'est un phénomène qui est massif dans les consciences. Il y a énormément de gens qui s'imaginent travailler dans l'artisanat, qui désireraient travailler dans l'artisanat, et c'est un peu comme le phénomène des startups il y a une dizaine d'années. On ne peut pas dire qu'un Français sur 3 travaille dans une startup, c'est pas vrai. Par contre, il y a énormément de gens que ça fait rêver, ou qui en ont entendu parler, et qui se projettent dans ces métiers-là. Donc je pense que c'est des métiers, et ce qui a changé dans l'artisanat, c'est que ça attire de nouveaux profils, et que ça a une nouvelle image qui rayonne en fait bien au-delà des gens qui vont avoir à un moment de leur vie le courage de changer de voie. Et alors justement, vous parlez de courage pour changer de voie. Donc s'il faut du courage, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, une grosse attente derrière, qui peut être une frustration. On parle beaucoup de quête de sens ou de perte de sens. Ça dépend des témoignages, mais en tout cas, en général, c'est ce qui motive les personnes qui souhaitent se reconvertir. Et donc dans votre livre, vous parlez justement de cette quête de sens, mais vous le décortiquez vraiment très bien. Est-ce que vous pourriez également nous parler de ça? Qu'est-ce que veut dire ces gens en quête de sens? Qu'est-ce qu'ils ont perdu du coup, s'ils sont en quête? Alors très concrètement, j'avais interviewé une chargée d'études qui faisait des études, je sais pas quel type d'études, mais enfin des rapports que personne ne lisait. Et elle en souffrait beaucoup parce qu'elle me disait personne ne lit mes rapports, mon chef me dit jamais merci. Et elle est devenue, elle a passé un CAP pâtisserie, on parlait très à la mode de CAP pâtisserie ces dernières années chez les cadres. Et donc elle est devenue pâtissière, elle fait des petites tartelettes et elle me racontait que depuis qu'elle faisait des tartes, elle était très heureuse parce qu'en fait, déjà les gens la remerciaient, elle disait oh là là c'est vraiment, c'est ce que vous faites est très bon. Et inversement, quand elle se ratait, par exemple quand elle cuisait, quand elle brûlait une tarte, elle savait tout de suite qu'elle avait déconné. Et en fait, ce qu'elle adorait dans son nouveau métier, c'est la capacité à pouvoir avoir un impact concret sur la réalité, sentir la résistance des choses, sentir que si on fait bien son travail, on est quelque part récompensé par un produit fini, que si on se rate, la sanction est immédiate. Et ça, dans les métiers de bureau, ce que quelqu'un que je cite beaucoup, qui s'appelle David Graeber, a appelé les bullshit jobs, les métiers à la con. Ce qui n'existe plus dans les métiers de bureau, c'est que en fait, c'est des métiers tellement abstraits, où on est tellement perdu, on est tellement un petit maillon dans une grande chaîne de métiers reliés entre eux. On est tellement perdu dans des process qu'on peut avoir l'impression qu'à la fin de la journée, on n'a rien fait. C'est-à-dire que concrètement, c'est des gens qui se plaignent. En général, dans les interviews, ils disent tous la même chose. Ils disent j'ai l'impression je ne peux pas palper, je ne peux pas toucher ce que je fais, je ne peux pas l'expliquer à mes enfants, je ne peux pas l'expliquer à mes grands-parents, ils ne comprennent rien en fait. Donc il y a un côté complètement virtuel en fait. Et c'est vrai que l'informatisation, la digitalisation de l'économie a renforcé de nouvelles couches d'abstraction. C'est de plus en plus difficile de raconter à quelqu'un ce qu'on fait quand on est dans ces métiers-là, et c'est de plus en plus difficile de le rendre palpable et concret. On n'arrive pas, par exemple, on ne peut pas prendre en photo ce que fait un consultant en organisation. Et on peut prendre en photo ce que fait quelqu'un qui a passé un CAP pâtisserie ou qui fait de la tapisserie ou de la coiffure. Encore une fois, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus imagé. Et pour moi, la quête de sens, concrètement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez une réaction, Emmanuel ou Thomas, par rapport à ce que vient de dire Jean-Laurent. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre parcours, à vous, par rapport à cette quête de sens. C'est complètement ça. Oui, tu veux Pour revenir aux histoires des rapports, moi j'avais un contrôleur du coup qui me demandait des rapports hebdomadaires de tout ce qui avait été fait pour l'environnement sur le chantier. Et je savais que personne ne lisait, donc je lui ai même fait une blague. Tu m'as pas envoyé le rapport? Je fais si, je t'ai envoyé, j'ai même
écrit une grosse connerie dedans. Il me fait non, c'est pas vrai, mais il le lisait pas, jamais. Et c'est pareil, moi en fait, c'était un petit peu la police du chantier. Il fallait faire attention qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il n'y ait pas de déchets. Donc dès que j'arrivais, j'étais un petit peu l'emmerdeur. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir. C'est pas moi qui vais voir si tout est correct. Ils viennent dans mon salon pour que je leur coupe les cheveux. Ils passent un bon moment. Ils me disent merci. Donc ouais, c'est carrément ça. Oui, je suis d'accord et je rejoins Thomas sur l'instantanéité de l'échange avec le client où il y a tout de suite un retour en fait, sur ce qu'on fait. Et ça, c'est hyper gratifiant. Ça fait se lever le matin, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans cette quête de sens, il y a le côté effectivement de pouvoir être ancré, travailler avec une matière qui donne des résultats tout de suite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va dans le sens qui est sécurisant aussi pour nous, parce qu'on voit comme on avance, on a des résultats tout de suite. Donc, on peut se sentir plus à sa place tout de suite, j'imagine. Mais il y a un autre aspect que vous abordez également dans votre livre, c'est la question du déclassement. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même des décalages. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à Bac plus 5 et au final, ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément de place pour eux. Donc, ils vont devoir aller vers des postes pour lesquels, à la base, ils n'étaient pas forcément... Enfin, ils ont les compétences, mais ils ont les compétences pour faire, entre guillemets, bien plus. Alors, est-ce qu'il peut expliquer que le néo-artisanat, les reconversions de diplômés et de cadres du tertiaire dans l'artisanat soit un phénomène alors qu'il ne l'était pas avant, enfin qu'avant c'était une sorte d'idéal ou de fantasme mais qui n'était pas vraiment réalisé, c'est que les métiers de cadre sont devenus des métiers assez peu intéressants en fait, pour dire les choses comme elles sont. Les gens s'ennuient beaucoup en fait au bureau, ils font des études très longues, soit très créatives, soit intellectuellement très stimulantes. Quand ils arrivent en stage, en gros, enfin bon, ils comprennent très vite que, enfin il y a vraiment une redescente de trip quoi, très dure en fait. Et ça, il faut bien voir que c'est des générations, alors c'est pas pour dire que c'est des enfants gâtés, mais c'est des générations qui ont grandi avec l'idée qu'elles allaient faire quelque chose de potentiellement très intéressant de leur vie. Et en fait, quand ils arrivent dans des open space, dans des boîtes de conseil, des agences, ils se rendent compte qu'ils sont un petit maillon de la chaîne, que leur vie professionnelle va consister à brasser des informations, des tableurs Excel, des PowerPoint, enfin tous ces outils en fait de bureau que tous les gens qui sont passés par là connaissent. En fait voilà, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on leur avait promis, c'est pas ce qu'ils attendaient en tout cas. Et en miroir, l'artisanat qui était une filière, enfin un ensemble de filières qui n'était pas forcément valorisé ou qui ne prenait pas forcément en compte, ont pris une nouvelle saveur. En fait, ils se sont dit finalement ces métiers-là, non seulement c'est pas si mal, mais en plus on peut faire quelque chose qu'on peut plus faire dans les métiers de bureau, c'est on peut s'exprimer. Une des raisons, j'ai oublié d'en parler à propos de la quête de sens, une des raisons pour lesquelles ces métiers attirent, c'est que en fait quand on est cuisinier, quand on est artisan, qu'on travaille la matière, on peut s'exprimer dans son travail, on peut réaliser quelque chose qui est le prolongement de soi, qui nous ressemble, qui est notre signature en fait. Et dans les métiers de bureau, franchement, demander à un consultant junior s'il signe ses rapports, mais est-ce qu'il y a quelque chose de lui dans ce qu'il fait au jour le jour? Non. Enfin, il est à la défense, il a des tableurs Excel qui défilent à longueur de journée, il fait du reporting et voilà. Et en fait, le déclassement de cette génération, il est lié au fait que toute une génération s'est rendu compte qu'on lui avait menti. En fait, que le bac, les études après le bac, les écoles avec concours sélectifs, en fait, sont la porte d'entrée vers le marché du travail, c'est clair, parce qu'il ne faut pas non plus... il faut pas exagérer la plainte des diplômés parce que c'est des gens qui sont très rarement au chômage, qui trouvent très rapidement du boulot, qui ont d'assez bons salaires par rapport à la moyenne de population, donc ils ne sont pas dans des situations dramatiques, mais par contre, clairement leur situation s'est dégradée et très clairement c'est plus la fête quand on est un jeune cadre junior qu'on débute dans les années 2010 en France. Donc tout ça peut expliquer que les métiers de l'artisanat, alors peut-être il faudrait dire certains métiers de l'artisanat, ou en tout cas certaines gammes et certaines configurations de l'artisanat sont redevenues des métiers désirables. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a énormément de métiers de l'artisanat dont on ne parle jamais dans les reconversions, parce qu'ils sont très difficiles, parce qu'ils sont peut-être plus ingrats, ou parce que aussi peut-être on peut moins se mettre en scène en les faisant. Et ce qu'aiment bien les gens en reconversion, moi j'aime bien résumer ça par le fait par la formule de l'artisanat Instagram, quoi. C'est-à-dire que si on peut avoir un compte Instagram et montrer ce qu'on fait, c'est
perçu comme plus valorisant que si on fait quelque chose qui est de l'ordre du back-office, de la gestion, qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas mettre en valeur en fait. Et c'est vrai que chez les jeunes diplômés qui vont vers ces métiers-là, il y a vraiment cette idée de, voilà, c'est pas mon travail et une œuvre d'art, mais en tout cas c'est un prolongement de ce que je suis, de ce que j'ai envie d'exprimer, c'est quelque chose de très individuel, c'est ma signature, et ça clairement les métiers de bureau ne le permettent plus du tout. Merci. Alors maintenant, je vais m'adresser donc à Jean et Étienne. Vous, quel est votre regard sur ces nouveaux arrivants, en fait, dans les métiers manuels? Qui veut commencer? Jean? Étienne? Non, Jean. Mais moi, je me retrouve un peu dans le parcours, dans ton parcours, hein, parce que moi, mes parents m'ont dit tu passes ton bac. Depuis que j'étais petit, je voulais faire ce métier, donc j'ai passé mon bac, que j'ai eu tout juste ce qu'il fallait. Et donc après, j'ai fait un CAP, un BTM, brevet de maîtrise, etc. Donc je suis rentré dans ce que je voulais faire réellement. Mais effectivement, je crois que le gros problème, c'est que moi, mon avis sur les néo-artisans, effectivement, là, vous ne vous sentez pas néo-artisan. Et je peux le concevoir parce que pour moi, c'est aussi un terme qui n'est pas valorisant, le fait de parler de néo-artisan. Pour moi, un néo-artisan, c'est plus ces artisans Instagrammeurs qu'on voit leurs publications, mais qui sont dénués de toute technique. Vous vous êtes tourné vers un technicien pour apprendre le métier. Vous avez su chercher l'info où elle était. Pour moi, le néo-artisan, c'est celui qui a fait effectivement... qui a une autre vie professionnelle et qui se tourne vers l'artisanat en s'imaginant que ce serait que puisqu'il a fait des études, il va arriver à. Et ça, quand j'étais juste à côté au lycée, et donc quand j'ai dit à mes profs, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire après, je dis ben, je vais faire un CAP. Ils me disent non mais tu peux pas faire de CAP puisque tu as déjà un bac. Et en fait, en faisant mon CAP, à la fin de mon CAP, quand j'ai commencé ma maîtrise, etc., je suis retourné voir mes profs, puisque j'avais besoin d'une prise historique pour l'étude de style, enfin, bon, bref, chercher l'info, quoi. Et je leur ai dit, mais si on se met, on va faire un exercice simple, je vous invite à l'atelier, on va faire un exercice de CAP, deuxième année, ébéniste, on va faire un tiroir. Vous avez bac plus 7, moi j'ai qu'un CAP. Mais vous y arriverez quand même pas. Donc on parle vraiment de deux choses différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de s'en rendre compte. On parle de deux choses différentes. Ce qui ressort aussi de tout ça, c'est la passion. Et ça, je veux dire, ça se commande pas, quoi. L'artisanat, pour moi, c'est un sacerdoce. Quand on s'engage dans l'artisanat, c'est pas anodin, parce qu'on y laisse un peu sa santé. Parce que on fait jamais réellement ce qu'on veut. Hein. Quand j'entends les néo-artisans dire ouais, mais comme ça je vais pouvoir créer, ou quand j'ai des fois des jeunes qui viennent en stage chez moi et qui me disent, et donc je leur demande, mais qu'est-ce qui vous anime au fond? Ah, mais moi je veux créer des meubles. Et oui, mais avant de les créer, il faut savoir les fabriquer. Avant d'avoir le coup de crayon, sinon on fait des études de design. Et c'est bien là la différence. On est dans la technique. Donc effectivement, pour moi, vous n'êtes pas des néo-artisans. Et moi, j'avais pas cette définition dans ma tête. J'avais pas cette définition du néo-artisan. Le fait de tout est pas rose dans l'artisanat. Et ça, il faut le dire aussi. C'est quand même des métiers difficiles. Quand on veut se mettre à son compte, on constate quand même assez rapidement que un atelier équipé avec les machines, ça représente quand même certains investissements. Donc c'est la volonté de le faire, et je crois que ça participe aussi à l'artisan. C'est justement à un moment donné de se dire ok, bon si je veux, j'y vais, quoi. Alors pour moi, le parcours est complètement différent de vous. Moi, j'aurais aimé faire des études. Et je suis le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Mon père avait une entreprise, je suis le seul garçon.
Donc on m'a poussé dans le métier du bâtiment, dans le métier de carrelage, qui était celui de mon père. Et à 12 ans, je savais déjà que je ne vais pas avoir le choix, il faut que je reste là-dedans. J'ai une question pour vous deux. Vous êtes partis dans l'artisanat sur une frustration. La frustration de ne pas pouvoir vous exprimer dans ce que vous faisiez dans vos métiers précédents. Pour monsieur Thomas, c'est ça, je ne connais pas trop le but de votre métier, mais en tant qu'architecte, vous auriez très bien pu vous mettre à votre compte, ouvrir un cabinet d'architecture et pouvoir créer et avoir une satisfaction de ce côté-là. Parce que dans les métiers de l'artisanat, la frustration, à mon avis, par rapport à vos diplômes, elle va venir beaucoup plus tard. Vous allez avoir une nouvelle frustration lorsque vous verrez que, point de vue salaire, ce que vous touchez, ce que vous gagnez, ça n'a rien à voir avec les études que vous avez faites et ce que vous auriez pu, dans une carrière plus longue, enfin dans une carrière dans vos métiers, aurait pu vous rapporter. Ça c'est indéniable pour moi. Après, le fait, un peu comme Jean disait, les néo-artisans, c'est péjoratif pour moi également. Vous avez su tous les deux vous orienter vers des formations. Moi, la plupart des artisans qui viennent sur le tas autour de 30, 40 ans font ça juste avec des stages de formation sans être passé par des CAP, par des fondaments dans un métier. Il y a certains métiers du bâtiment ou dans l'artisanat qui sont très techniques et pas seulement décoratifs, on va dire. Je sais que pour ma part, dans le carrelage, on a des normes à respecter qui peuvent aller jusqu'à mettre des gens en péril si on ne respecte pas ces normes. Donc, moi, ça me dépasse un petit peu quelque part de pouvoir accéder aujourd'hui, créer son entreprise sans avoir les formations nécessaires. Ouais, déjà, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. Oui. Alors effectivement, sur l'aspect technique, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on se rend compte que quand on arrive un peu sur le tard, il va falloir vraiment se mettre un gros coup de pied dans le derrière pour acquérir toute cette technique. Voilà, donc ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Après, il y avait quelques autres points. Moi, par rapport à mon parcours d'architecte, bon, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. J'ai des anciens collègues architectes qui ne gagnent pas des mille et des cents pour autant, clairement. Et je connais des artisans, au contrario, qui gagnent très bien leur vie. Donc, c'est plus non plus tout à fait vrai ce rapport études et salaire. Voilà, après, effectivement, pour ma part, moi, je suis en démarrage. Donc, voilà, c'est pas encore l'exemple type, mais effectivement, c'est concernant la motivation. Moi, en tant qu'architecte, c'était effectivement, je travaillais sur ordinateur toute la journée, donc j'éteignais mon ordinateur à la fin de la journée, je ne savais plus ce que j'avais fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas cette matérialité de l'artisanat où quand on sort, moi je sors de mon atelier le soir, je sais ce que j'ai accompli dans ma journée. Et ça, c'est moi, ma principale motivation aussi, c'est de voir ce travail avancer, que je n'avais pas en tant qu'architecte. La temporalité des projets d'architecture et de l'artisanat ne sont pas tout à fait les mêmes. Et du coup, effectivement, la motivation en va de soi aussi. Et je crois que c'était à peu près quelques points sur lesquels je voulais... Oui, pardon, moi je voulais réagir sur ce que disait Jean.
par rapport aux néo-artisans. Moi, je le vois en fait à la cabane des créateurs. Effectivement, j'ai des gens qui viennent, qui n'ont pas de diplôme, et qui ont des diplômes, qui ont un autre métier, et qui viennent et qui disent moi j'ai envie de retaper mon fauteuil et j'ai envie de le faire tout seul, et je vais savoir faire parce que justement j'ai regardé des tutos sur YouTube, et je vais savoir faire parce que moi j'ai des diplômes. Et en fait, ils se rendent vite compte que c'est un métier, et que quand ils prennent un cours avec un tapissier décorateur qui a son diplôme, qui est expert, ils se rendent vite compte que ça s'improvise pas, qu'il faut effectivement avoir les compétences, il faut avoir l'expérience, parce qu'en plus un fauteuil, il y en a plein, et ça s'improvise pas. Effectivement, il faut avoir les diplômes, et c'est en faisant, chez moi, je vois il y a plein de gens qui commencent tout seuls et qui se disent à un moment donné, non, je vais pas y arriver parce que j'ai besoin vraiment d'aide et je ne suis pas fait pour ça. Et c'est là que la transmission se met et que les personnes se rendent compte que c'est pas fait pour eux, et que effectivement il ne faut pas juste dire je vais retapisser moi-même des fauteuils, je vais les relooker, non, il y a effectivement de la technique derrière, il y a de l'apprentissage, il y a voilà. Parce qu'on parle beaucoup de diplômes, mais l'artisanat c'est pas des diplômes. L'artisanat c'est des compétences. C'est des compétences. C'est des compétences, et ça s'acquiert depuis des siècles. Depuis des siècles. C'est peut-être le système éducatif le plus ancien. C'est la transmission entre son maître et son apprenti. Et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et donc on parle de diplôme, on pousse à faire des CAP. L'autre fois j'ai encore vu une publicité où on pouvait passer un CAP pâtissier en un an, en ligne. Et donc je vous laisse juger comment est-ce qu'on va noter des pâtisseries en ligne. Enfin moi j'ai du mal à imaginer. Et avec une mention complémentaire de 7 mois je crois pour ouvrir son entreprise. Bon, autant envoyer les gens tout de suite au front, hein, c'est bon. Et on sort totalement de ce bon, parce que probablement que c'est quelque chose à la mode, et donc il y a des gens qui se mettent dans la brèche. Mais je veux dire, le meilleur système, c'est, à mon sens, hein, c'est justement cet apprentissage-là, et on parle plus de diplôme. Donc, moi, je dis à mes apprentis, peu importe qu'ils aient leur examen ou pas, moi, ce que je veux, c'est qu'en sortant de chez moi, ils puissent aller chez un autre patron et leur dire, voilà, moi, je sais faire ça, ça, ça et ça. Ça, je sais pas le faire, mais je peux l'apprendre. Mais ça, je suis sûr de savoir le faire. Parce que moi, quand je cherche du monde, j'ai des gens qui ont pas de CAP, quoi. Et pourtant, c'est des bons professionnels. Donc, et c'est ça l'artisanat. L'artisanat, c'est la réussite pour tout le monde. Ça, c'est assez important. CAP, c'est un minimum. Un CAP, c'est un minimum pour avoir les fondaments d'un métier. Ça veut plus rien dire aujourd'hui. Un CAP, ça veut plus rien dire. C'est quand même le minimum qu'il faut faire. Hein. Surtout que je vais dans son micro parce que tu peux le garder. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas. Pendant le CAP, tu as parlé de perte de temps. Non, parce qu'il y a quand même plein de choses c'est la base qu'il faut apprendre. Ouais. Mais pendant un an, quand même, on nous forme à avoir notre diplôme. Alors que le diplôme, c'est juste un passeport. Après, il faut savoir d'un client à l'autre proposer le bon diagnostic et tout ça. Donc, c'est plus l'expérience qui. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui compte. Je vais quand même réagir pour défendre les néo-artisans. C'est pas un procès en vrai. En fait, on sait, je pense qu'on est d'accord, mais en fait, néo-artisan pour moi, enfin, on peut changer de terme, hein, et on peut dire reconversion professionnelle, peu importe, c'est pas synonyme de gens qui suivent des modes de manière superficielle et préparent mal leur projet. Parce que ça, il y en a, hein, c'est clair que ça existe. En fait, comme toutes les modes, plus elles sont matures, plus des gens sont attirés par elles, et plus ça révèle des gens qui sont mal préparés, qui sont mal formés, et qui pensent que, oui, parce qu'ils ont fait de grandes études, tout leur est acquis, et que ça va être facile parce qu'ils ont fait HEC, et donc ouvrir un restaurant
ça va bien se passer. C'est clair, on en voit partout dans les rues, on sait que ça existe. Mais ceci dit, j'aimerais quand même les défendre aussi parce qu'à la base, ce mouvement est aussi le fait de gens qui ont la double culture, qui ont 2 casquettes, qui ont des études, je dirais, abstraites et des études beaucoup plus techniques de savoir-faire. La société dans laquelle ils s'intègrent et à laquelle ils proposent leurs services est beaucoup plus complexe qu'avant. Elle repose aussi énormément sur la communication. Alors après, on ne peut pas être d'accord avec ça, mais c'est un fait. Et je pense qu'ils ont aussi renouvelé un peu les pratiques. Je le vois dans le commerce de bouche, la restauration, où c'est évident qu'ils ont renouvelé des métiers qui, franchement, avaient aussi un peu abusé de leur position dominante pendant un moment. Donc ils ont aussi quand même eu un effet, mais bon, enfin ils ont aussi un peu secoué, on va dire, la machine. Et on sait que des fois, alors c'est marrant parce qu'un pote me disait la dernière fois, tiens, j'en ai marre des restaurants de hipsters, mais en même temps, je leur fais confiance sur l'approvisionnement parce que je sais qu'ils vont, en termes d'hygiène, être carrés, alors que le restaurateur traditionnel qui allait chez Métro, il était peut-être plus traditionnel, mais il faisait de l'industriel, quoi. Enfin, donc il y a aussi eu un moment voilà, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et il est vrai que les anciennes générations d'artisans, et je le dis souvent d'ailleurs, je leur dis souvent d'ailleurs aux plus anciens, parce que eux ont connu les années grasses, et c'est vrai que dans l'artisan, les anciens, certains anciens artisans en ont profité et on parle des restaurateurs qui font plus que du micro-ondes. Pour moi, ils appartiennent plus à la famille. Ouais, mais pour moi, ils appartiennent plus à la famille des artisans. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où c'est ce que disait Laetitia en introduction. La transmission, c'est pas simplement une transmission de gestes. C'est la transmission des valeurs, c'est la transmission de pouvoir un jour transmettre, mais quand on est assez mûr pour transmettre. Et ces gens-là, de toute manière, ils sont pour moi, ils sont néo-artisans ou pas, quoi. C'est pas des artisans. Un mec qui va acheter chez Métro, qui fout dans le micro-ondes, c'est pas un artisan. Ce que je voulais dire juste, c'est que c'est vrai qu'il y a un côté des fois agaçant chez les néo-artisans, parce qu'il y a aussi un effet de masse. Et c'est vrai que souvent, enfin moi j'ai tellement l'habitude de ce sujet que maintenant à la devanture en général je me dis tiens ça c'est un ancien d'école de commerce quoi. C'est vrai qu'il y a il y a une culture, il y a des codes, enfin ils ont une manière de faire les choses qui est très chartée, qui est très standardisée quelque part. Et c'est vrai que c'est un peu énervant parce qu'en fait ils ont apporté quelque part, ils ont fui un monde qui était un monde froid, de calcul, de déshumanisation, et ils ont quelque part apporter avec eux une partie de ce monde-là en fait, c'est-à-dire le monde très charté, très gestionnaire, enfin je veux dire, tout va être extrêmement au cordeau dans la communication, au point que ça peut être un peu effectivement trop, voilà. Mais justement, vous parlez un peu vous en parlez un petit peu dans le livre, que c'est 2 cultures qui se rencontrent en fait. Oui, voilà, parce que je pense que j'anticipe sur une question qui est souvent posée, une remarque qu'on fait souvent, qui est celle des études. C'est vrai qu'on entend souvent que les gens font trop d'études et que ça ne sert à rien. Enfin, c'est l'idée qui est derrière. Alors qu'en fait, en même temps, c'est vrai qu'il y a des emplois, il y a des secteurs qui n'arrivent pas à embaucher. Et donc, le discours qu'on entend souvent, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tous ces gens qui ont fait trop d'études dans des endroits où on n'arrive pas à les former. Et je pense que c'est une fausse bonne idée, parce qu'en fait, en vérité, dans la plupart des métiers aujourd'hui, avoir fait de la gestion, avoir fait du marketing, avoir fait, je sais pas, de la logistique, enfin, c'est vraiment, c'est pas perdu, quoi. Je veux dire, c'est important, et je pense que ça peut aider des gens dans des métiers très techniques par ailleurs. Mais on est de nouveau dans l'opposition entre les études. Je veux dire, faire un apprentissage, travailler chez un artisan, c'est étudier. Oui, voilà. Non, mais alors il n'y a pas de métier manuel ou de métier ou de longues études. Je veux dire, c'est aussi des études. C'est pour ça que d'ailleurs souvent on parle d'intelligence de la main, parce que c'est une intelligence globale, et les meilleurs de toute façon ils ont la maîtrise des deux univers, quoi, des deux savants. Une question. C'est une très bonne remarque. En fait, ils sont jamais salariés. C'est toujours des gens qui deviennent chefs d'entreprise, et c'est pour ça que souvent dans la... Non, mais c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais très souvent, c'est des gens qui, après quelques années de formation, vont s'établir à leur compte, et c'est pour ça que souvent dans la restauration,
ou dans le petit commerce de bouche, où je pense que c'est des métiers peut-être moins techniques que les vôtres, qui sont des métiers de savoir-faire qui s'apprennent avec beaucoup d'années. Souvent, il y a des gens qui vont être des restaurateurs, mais qui vont être plus des gens qui vont gérer, par exemple, une image de marque ou voilà. Moi, je suis artisan, par exemple. J'ai commencé tout jeune, à 15 ans. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup trop jeune pour commencer à apprendre un métier. Et j'aurais préféré avoir un niveau intellectuel un peu plus élevé que ce que j'ai actuellement. En fait, moi, je me suis élevé personnellement. Mais je veux dire, quand on parle aujourd'hui du métier qu'on fait, il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un pâtissier décorateur. Alors, oui, c'est vrai. le néolibéralisme, il va où avec ça? Et après, il y a une question. En fait, les études et l'artisan, alors que souvent, l'artisan a commencé à 15 ans et finalement n'a pas fait assez d'études pour aussi développer son activité ou développer son artisanat. L'artisan, on nous demande quoi? On nous demande d'être technicien, on nous demande d'être gestionnaire, on nous demande de faire le marketing, on nous demande un tas de choses qui prouvent finalement son niveau d'études, son niveau de formation à base de l'artisan. Mais absolument pas. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout adapté alors. Là, on a plein de questions à se poser et on se rend compte que finalement, il faut peut-être un petit peu avoir une autre vision en fait de l'artisanat, parce que c'est pas quelque chose qui est valorisé et ça n'a jamais été valorisé en fait, puisque les gens ils savent même pas ce que c'est. Exactement. Et qui c'est qui fait appel à un artisan? C'est les gens qui ont la connaissance de l'artisanat et qui ont les moyens de se payer un artisan. Ça on ne dit pas non plus, parce que c'est vrai que dans les métiers artisanaux, on touche une certaine catégorie de gens. Et ça peut aussi être très frustrant en fait au final. Vous parliez tout à l'heure d'un métier qui est passionnant, qui est diversifié, qui est absolument génial, mais en fait ce qui n'est pas vrai du tout. En fait, on se retrouve dans un atelier à avoir des phases, à respecter des phases de travail pour élaborer sa technique et pouvoir finir son travail. Si on passe par des phases bien spécifiques et si on en loupe, c'est fini. Enfin, on n'arrive pas à finaliser. Donc c'est quand même, c'est pas aussi extraordinaire. Non, j'ai pas dit que c'était extraordinaire, j'ai dit que du point de vue des... Du point de vue des gens qui arrivaient dans ces métiers-là, avec peut-être effectivement un peu de naïveté de temps en temps, en fait, ils ont un tel rejet de l'univers qu'ils ont fui, en fait, qu'ils idéalisent complètement l'artisanat. Et c'est vrai que très souvent, je l'ai dit dans le livre, quand les gens que j'ai interrogés témoignent tous du fait qu'il y a un moment où, quand ils arrivent en atelier en général, ou dans les cuisines, en général, là, ils se rendent compte qu'il y a une différence entre Instagram et la réalité, quoi. Oui, c'est clair. Et c'est vrai qu'on en fait un peu trop aussi ces derniers temps sur l'artisanat, c'est cool, c'est facile. Non, c'est très dur. Hein. Mais ça, c'est une vérité, c'est effectivement une vérité à dire, et c'est ce que je mais ça, c'est clair. On incite les jeunes à aller vers nos métiers, mais on leur donne pas on incite les jeunes à aller vers nos métiers en leur disant, moi dans mon métier c'est flagrant parce que c'est un métier en voie de disparition, et alors on leur dit, mais ouais, tu veux faire des meubles, va en ébénisterie, tu vas faire des meubles. Mais qui est l'ébéniste qui fabrique encore des meubles 100% de son temps? Ça n'existe quasiment plus en France. Ouais, exactement. Donc on ment aussi à une partie. Il y a des formations qui sont en place comme les formations de marketeurs. C'est bien de les avoir pour garder ce savoir-faire, pour le pérenniser. Mais qui va vivre de ce métier? Donc effectivement, il y a à un moment donné, il y a des réalités à dire, et je crois qu'elles sont aussi bonnes pour les jeunes ou pour les néo-artisans. Et la fin de mon livre, le dernier chapitre, est consacré à cette notion de montée en gamme que vous avez abordée. C'est-à-dire que c'est un marché de niche, en fait, ce néo-artisanat. Parce que c'est un marché... Pourquoi haut de gamme? Parce que les gens qui le font, donc... contrairement aux artisans qui avaient une formation initiale très jeune, à qui on n'a pas vraiment laissé le choix, qui n'ont pas eu le temps de se poser, eux, ils ont 25-30 ans, je veux dire, ils ont largement réfléchi leur décision. Donc en fait, quand ils se réorientent,
c'est complètement par choix. Je veux dire, ils ont pour prendre l'exemple caricatural, ils ont fait HEC et ils passent en CAP. Donc ils sont complètement conscients de... Donc en fait, quand ils sont dans une vocation par choix, alors l'artisanat, avant, c'était pas un choix. C'était par tradition, souvent par tradition familiale, ou parce que, enfin, on était orienté, voilà, et en fait, comme ce sont des gens qui choisissent ces filières-là, ils en attendent énormément, en fait. Ils pensent que c'est une sorte d'équivalent du développement personnel, quoi. Qu'ils vont y trouver un épanouissement. C'est ça que vous disiez un peu tout à l'heure. Voilà. Alors, et c'est vrai que ça, des fois, c'est un peu excessif, mais ça explique aussi pourquoi ils sont souvent sur des créneaux assez haut de gamme, en fait. Voilà. Non, mais l'artisanat, par définition, aujourd'hui, il est devenu haut de gamme. Il s'adresse Je vais te donner le micro. Ça, c'est clair. Excusez-moi, moi j'ai fait des études, et justement ce que je reproche à mes cadres, à mes collaborateurs, ce serait de me mettre dans une case. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire, les artisans d'un côté et les intellectuels de l'autre? Pourquoi on ne reconnaît pas les compétences dans un même individu? Un même individu peut très bien être intellectuel et avoir cette satisfaction et être un très bon ouvrier. Je vois pas, pour moi il n'y a pas de séparation, et mettre les gens dans des cases intellectuelles ou artisans, c'est déjà faire des clivages. Et justement, je pense que notre monde est en train d'évoluer vers des nouvelles technologies qui sont effectivement déconnectées de la matière. Mais si les gens déjà disent toi tu es déconnecté de la matière, alors le clivage va être de plus en plus grand, parce qu'à un moment donné, vous aurez les artisans de l'agriculture qui sont dans la terre, et puis les gens qui sont éternellement connectés. Donc à un moment donné, il faut peut-être faire des liens aussi entre les deux. Je crois que les gens, ils ont besoin des deux. Moi, j'ai eu la chance de faire des études, mais j'ai aussi un côté très artistique intérieur que je ne peux pas exprimer, mais je l'exprime sans être artisan. Donc je pense que voilà, il y a d'autres façons de faire, il y a des chemins de traverse à prendre aussi, et autant pour les artisans pour se développer que pour des intellectuels et être plus dans la matière aussi. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire justement sur l'évolution des métiers aujourd'hui. Les métiers sont en train de changer. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps je suis pas d'accord parce que il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, parce que vous savez ce que font par exemple le diplôme qu'ont les gens qui ont des startups en France. Je veux dire, ils sont tous diplômés de grandes écoles. Tous. Donc derrière, quand ils vous disent oui, tout le monde a sa chance, il suffit de se lever tôt le matin, de prendre son ordinateur et d'avoir une bonne idée, on sait très bien que c'est pas vrai. Parce qu'en France, la France c'est une méritocratie scolaire. Et c'est pas juste bac plus machin, c'est grandes écoles, et à l'intérieur de grandes écoles, certaines grandes écoles. Et les réseaux professionnels se fonctionnent comme ça. Donc, je veux dire, j'en suis désolé, mais c'est la réalité, quoi. C'est aussi une réalité. Non, mais moi je suis pas dans le jugement, j'essaie de comprendre comment la société évolue et notamment comment l'image des différents métiers évolue. Je me rappelle sur France Inter l'année dernière, il y avait un député qui a créé un gros scandale parce qu'il a parlé de la formation, je sais pas de quel type de formation, mais il a dit oui, de toute façon, moi mes enfants sont pas concernés, ils ont fait médecine. Tu te rappelles de ça? En fait, dans son inconscient, de toute façon, ses enfants allaient réussir, donc ils allaient faire médecine et HEC, c'était évident. Et vous voyez ce que je veux dire? Et cet imaginaire-là, il est quand même aussi bien ancré. Et... Attends. Ça va dépendre de comment on va consommer. Ouais. Comment on va consommer, chez qui on va aller pour... parce qu'il y a aussi le problème économique dans tout ça.
Et c'est une réalité. J'entendais avant Étienne qui disait, bah oui, on est des artisans, mais on ne va pas gagner 1000 et des cents. Hein. Il ne faut pas croire non plus que... Alors bon, il y a peut-être certains qui arrivent, ils sont peut-être un peu plus intelligents, j'en sais rien. Enfin bon, bref, là je suis un peu... Ouais. Bon, il y en a certains qui arrivent. Mais la grande majorité des artisans, non. Finalement, leur richesse, c'est très peu de choses. Hein. C'est ce qui sort de leurs mains et c'est ce qu'ils vont offrir à leurs clients. Voilà. Mais ensuite, dans ce que vous disiez, et je trouvais ça intéressant aussi, finalement ce clivage entre néo-artisans, artisans. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on en sorte. À un moment donné, il faut qu'on en sorte, sinon on n'avancera pas, quoi. Et je crois que c'est aussi une richesse. Alors, tu m'as interpellé parce que tu fais de la coiffure, donc moi je suis aussi coiffeur. Mais tu faisais quoi avant? Je travaillais dans la protection de l'environnement. D'accord, ok. Bon, peu importe. Bref, en fait, peut-être ma question elle est un peu con aussi. Tu vois. Mais là, il y a une richesse aussi peut-être de voir aussi chez ces néo-artisans. Nous, artisans, on est aussi un peu obtus, on est dans notre truc, dans notre case, et on n'avance pas non plus, on est tout le temps en ballant l'autre. Il y a toujours la question d'entre-soi. Et je pense que c'est intéressant de voir cette nouvelle activité, enfin ces nouveaux jeunes personnes qui viennent et peuvent nous apporter énormément. Et là, on a une communion, éventuellement, on a une transmission à avoir. Une transmission, c'est un aller-retour, hein, c'est pas qu'un aller. Hein. C'est nous tous hein, qui devons un peu en parler, quoi. Voilà. On parle souvent d'intelligence collective et du coup, ma question c'était de savoir comment se passent les rencontres et pour rejoindre ce que disait monsieur, justement, est-ce que l'un n'alimente pas l'autre? Est-ce que finalement, l'un et l'autre n'en sont pas grandis? Vous parlez de la rencontre entre un artisan et un néo-artisan? Voilà, ceux qui changent de métier, qui ont une approche scolaire et manque de pratique, et des personnes qui ont beaucoup de pratique, mais qui ont peut-être un peu plus la tête dans le bidon depuis le départ, parce qu'ils sont dans un univers uniquement. C'est entre les deux, qui justement n'est pas hyper intéressant. Ça, de toute manière, quand on rencontre deux personnes différentes, ça peut que être enrichissant. Est-ce que mais dans vos métiers, ça se fait? Est-ce que c'est vraiment... Alors, moi je vais parler de mon métier, mais l'ébénisterie, c'est un métier où on travaille avec les autres, depuis la nuit des temps, avec le doreur, avec le bronzier, avec le marketeur, donc c'est un métier qui est justement propice à l'échange. Parce qu'on ne peut pas faire si on ne sait pas comment l'autre fait. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette vision, parce que justement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'ébénisterie? Aujourd'hui, c'est de travailler avec des designers. Donc on va aller voir, on va aller voir les classes de design, on va jurifier dans des projets design. Et ça, c'est ultra intéressant, effectivement, d'avoir une approche différente, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, en tant qu'artisans, on se revendique d'être technicien, on l'est, mais du coup, des fois, on est peut-être un peu trop enfermé dans notre technique pour laisser notre créativité s'exprimer, quoi. Et souvent, moi ça m'arrive assez régulièrement de crayonner et de me dire, peu importe ce que je vais dessiner, je me limite à mon dessin. Et pas de me dire, ah non mais attends, ça je vais avoir du mal à le faire parce que j'ai pas tel outil ou j'ai pas tel... Et c'est vrai que le fait de voir d'autres gens et d'aller voir en classe dans le design, même les... Là j'étais justement semaine dernière au Corbusier, on a fait un échange pour le musée des arts décoratifs entre les BTS design et les ébénistes, pour que les BTS design viennent dans nos ateliers, parce que moi j'ai travaillé pour des designers, et des fois des grands designers, et vous vous rendez compte que techniquement c'est zéro. Donc ça veut aussi dire que ces gens-là se sont jamais intéressés et se sont jamais posé la question de savoir mais comment est-ce que c'est fait réellement.
Et je trouve que cet échange-là, il est bien. Le fait d'avoir les BTS Design qui viennent chez nous et le fait de leur envoyer des ébénistes pour dire aussi à nos jeunes ébénistes, leur dire mais là vous êtes loin du compte avec vos idées parce que vous êtes complètement enfermés par votre technique. Regardez ce qui se fait ailleurs. Et oui, effectivement, ça c'est clair, c'est l'avenir de nos métiers. Mais alors, du coup, pour rester sur le thème des liens et de créer des ponts, comment est-ce qu'on suscite la curiosité des uns et des autres? Dès le départ, la formation, c'est au collège, c'est là déjà que ça commence. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, la curiosité est suffisamment titillée des uns des autres, quoi? Est-ce qu'il y a pas des efforts à faire, justement, dans le cadre des différentes formations? Il y a effectivement, je pense que, alors bon, là, on va parler pour la part, on essaye avec les meilleurs ouvriers de France, on essaye de faire avec les meilleurs ouvriers de France des journées d'excellence dans les écoles, dans les établissements, dans les lycées, de montrer, ça commence déjà par là, il faut en parler de nos métiers, il faut en parler à la jeunesse, quoi, et puis il faut arrêter de dire, effectivement, il y a une case intellectuelle, il y a une case manuelle, et il y a rien entre, quoi, ici, voilà, c'est déjà au départ, et là, il faut que tout le monde puisse se mettre autour de table, c'est-à-dire l'éducation nationale, les artisans, les grandes entreprises, les parents, aussi des élèves, tout le monde doit se mettre autour de table et en discuter sérieusement de ça, quoi. Mais au départ, c'est aussi un peu l'éducation nationale. Là, je mets un peu la balle dans leur camp. Mais ce lien dont tu parles, peut-être là, il est peut-être encore plus présent dans cette exposition, parce que c'est vrai que moi, je suis pas meilleur ouvrier de France depuis très longtemps, c'est 2015, mais en discutant avec d'autres meilleurs ouvriers de France, en échangeant avec des métiers complètement différents, mais en discutant avec Bruno, on parlait une fois de teinte. Moi, je teinte le bois, lui teinte les cheveux. Mais au final, on s'est retrouvés sur un sujet en disant, mais en fait, mais oui, le mordant, l'ammoniac qu'on met dans la teinte pour le mordant, c'est exactement le même que lui, etc. Donc c'est un exemple bête, mais en discutant tous ensemble, en regardant, en s'intéressant aux autres métiers, en disant, mais comment est-ce que tu as fait? Ah, tu utilises ça, mais ça me donne des idées pour moi. Et ben c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est comme ça qu'on fait évoluer les métiers. Donc ces liens, ils sont indispensables. Et effectivement, il faut le susciter tout de suite dans la formation. Mais le problème, c'est que, et ça on s'en rend compte quand on corrige les examens, c'est pour ça que je dis que le CAP n'a plus aucune valeur, à mon sens, parce que aujourd'hui, dans le système éducation nationale, on a deux systèmes pour l'artisanat. On a le système éducation nationale et on a le système chambre de métier. C'est deux systèmes différents qui sont semblables. C'est autre chose. Mais donc l'héritage du maître et de l'apprenti, c'est pour nous les artisans, c'est le système chambre de métier, quoi. Et on constate, moi pour avoir corrigé des examens des CAP, on m'a demandé de faire passer, ce que j'ai refusé, de faire passer des candidats pour maintenir des chiffres. Et on en est là, aujourd'hui. Quelqu'un voulait réagir? Vas-y. Par rapport à l'intérêt suscité des gens en formation et tout, moi je me rends compte que c'est surtout une histoire de personnes. Parce qu'aujourd'hui on a la chance avec Internet, les réseaux sociaux d'avoir accès à plein de données alors qu'avant c'était des livres qu'on voyait. Par exemple, moi je prends mon exemple chez le coiffeur, des coupes, il y avait toujours un catalogue avec différentes coupes. Moi j'ai toujours aimé passer ce moment chez le coiffeur. Quand j'ai commencé à réfléchir à ma reconversion, je posais plein de questions. J'étais amené à être en déplacement avec mon métier, du coup j'ai rencontré plein de coiffeurs. À chaque fois je leur parlais de ce projet, etc. Et même après, quand j'ai commencé à travailler avec Instagram, je suis des coiffeurs qui sont super forts pour moi. Et je leur montrais des photos à mes patrons. T'as vu ce qu'il fait et tout? Ah ouais, je connais pas. Ils cherchaient pas en fait. Ils avaient leur clientèle et puis ils continuaient à bosser comme ça sans s'intéresser à ce qui se passe autour. Alors que c'est des artisans eux depuis qu'ils ont commencé super tôt. Donc après, je pense que c'est pas une histoire des profs, c'est pas une histoire des collègues, c'est une histoire de soi-même aussi. Si on a envie de creuser, de chercher, de s'intéresser, même avant de bosser là-dedans, même dans le cinéma, je regardais des films, je disais, lui il a une coupe, putain, elle est trop bien. Tout le temps, je regardais tout le temps les coupes.
Donc je pense que c'est beaucoup une histoire de personnes plutôt que de profs. Après on peut te donner l'envie de chercher, mais si c'est pas dedans, je sais pas. Sur Instagram, en coiffure, moi je le vois, hein, des trucs de folie. Putain, mais moi je suis là, foulé, mais comment ils font, le mec, tu vois, mais ça te fait pas vivre ça. C'est ça, c'est ça. Ça te fait pas vivre, c'est ça. Ça c'est bon aussi, c'est comme dans la cuisine, c'est ok, mais tu ne vis pas avec ça. Ça c'est pour nous flatter, nous, en tant qu'artisans. On communique. Mais c'est ça qui est important aujourd'hui pour les artisans, je pense, c'est de savoir aussi communiquer. Aussi, et c'est là aussi où on se retrouve effectivement Et voilà, avec les anciens et les histoire nouveaux. où il faut que nous, artisans, on communique mieux aussi. On a eu un gros problème dans la coiffure, en tant qu'indépendant, on a un gros problème de communication. Nous, on s'est fait manger notre métier par des grands groupes, des chaînes qui ont su communiquer exactement parce qu'ils ont une personne dédiée rien que pour ça. Mais tous les métiers. Ensuite, le diffuser 10, 20, 50, 100, mais moi, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça fait pas vite, mais par rapport à ce que vous disiez, forcément il y a des choses qu'on aime plus faire que d'autres. La journée, c'est pas la fête toute la semaine, etc. Il y a des tâches qui sont plus pénibles que d'autres, mais le fait d'avoir toutes ces choses qui sont excitantes, c'est quand même sympa. C'est vrai, mais pour arriver à ce que fait le mec sur Instagram qui est une folie, il faut de la technique, il faut de la connaissance, il faut de la pratique, il faut des années de métier. Le mec, tu sors pas le mouvement comme ça, comme il fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une motivation, je trouve. Oui, mais ça, tu peux le faire. Tu peux le faire pour te faire plaisir. Tu peux prendre des chantiers, tu peux prendre des boulots pour te faire plaisir, où tu sais pertinemment que tu vas pas gagner d'argent. Non, mais c'est des vitrines. Mais des vitrines, à la limite, tu oublies même de communiquer dessus. Mais c'est personnel. C'est parce que tu te dis, bon ben là il y a un truc à faire, c'est un challenge, c'est un truc, je suis même pas sûr d'y arriver, mais je vais quand même j'y arriverai, mais je sais pas comment. Donc oui, mais il y avait encore une chose aussi, mais il y avait une chose aussi qui était à mon sens aussi assez importante, la temporalité. Là aussi, parce que pour y arriver, l'artisan ne compte pas. On est hors temps, pardon. Quand on est sur une pièce, le temps s'arrête un instant et il revient. Enfin, tu vois, et moi, ça j'aime bien aussi. Dans mon métier, ça j'aime bien. Voilà. Et effectivement, dans les entreprises, etc., c'est peut-être 9h midi, 14h, 18h, chronométré. Et ça nous gonfle, ça. Et ça aussi, dans le néo-artisan, ça nous gonfle le côté chronophage. Enfin, voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis cette question d'argent, pour moi, elle a une licence. Parce que en fait, quand on fait ce qu'on aime, cette question de dire, moi je suis diplômée, je n'aime pas ma vie. Alors, ça va quoi? Il n'y a pas à dire et diplômé. Ça, c'est pour moi un faux prétexte. C'est pas le vrai débat. On ne peut pas dire les gens diplômés gagnent leur vie, c'est pas vrai. J'ai fait un crédit étudiant dans mes études, monsieur. En fait, j'ai fait en tant qu'artisan, mes heures pour étudier, j'ai pas pris mes heures pour apprendre, parce que je suis née d'un milieu et j'ai voulu évoluer. Mais quand je suis arrivée de l'autre côté et que j'ai vu l'intérêt des gens et ce clivage, moi ce clivage, que ce soit artistique, que ce soit quel que soit le métier, que ce soit dans le genre, des couleurs, de tout ça, je trouve que c'est bon. De toute façon, je pense que là, on arrive un peu à... Bon, alors là, voilà, c'est assez... on a besoin d'un consensus à un moment donné. On a parlé du renouvellement des métiers et donc de la nécessité à un moment donné de créer des ponts entre des gens qui vivent des expériences différentes, de susciter la curiosité, mais aussi de refaçonner la manière dont on éduque et dont on forme les gens. Et dont on voit nos métiers. Oui, pardon. Il faut qu'on voit aussi certaines choses. Ok. Mais je
je pense que les mentalités, elles sont en train de changer en fait. On avait d'un côté quelqu'un où on lui disait passe le bac d'abord, d'autres qui disaient tu reprends l'affaire familiale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel changement qui se fait et on se posait la question tout à l'heure et nos enfants, qu'est-ce qu'on leur dit s'ils veulent faire artisan et on va leur dire de pouvoir faire les études, on va leur dire enfin voilà. C'est vrai, c'est assez... Oui, c'est effectivement la question qu'on posait. Oui. Oui, mais il y a cette valeur. Moi, je sais quand j'étais jeune, c'était Qui recrute sur Bac Pro? C'est assez rare. Personne. Moi, j'étais chez quelqu'un qui a engagé quelqu'un en apprentissage en Bac Pro. Moi, j'ai jamais. Dans mon domaine. Ça existe. Alors. D'accord, mais vous savez, pardon, excusez-moi, mais quand on dit on est meilleur ouvrier de France, parce que c'est le cas, on est meilleur ouvrier de France aussi. On dit meilleur ouvrier de France parce que j'ai eu une école de 40 élèves. Oh, et toi, tu dois gagner un max de fric, hein. Non, je suis meilleur ouvrier de France, c'est pas ça mon problème, c'est pas ça. Moi, je vous rejoins, voilà, c'est de rendre les gens heureux, de les voir sortir avec le sourire, que ça soit une pièce, une coiffure, peu importe. Ça, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Ça, c'est l'artisanat, c'est clair. Ça vaut tout. Mais c'était dans la mentalité du genre, t'es meilleur ouvrier de France, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pas oui, c'est comme t'es chef d'entreprise, tu gagnes beaucoup d'argent. Dans ce sens. Ce sont les appris par transmission. Attends, je te donne le micro parce que je t'entends pas. Je disais que ça, ce sont les appris qu'on véhicule de génération en génération. Il faut que tu fasses des études pour bien gagner ta vie, à mon avis. Ouais. C'est préjugé aussi. Je pense qu'on va bientôt terminer cette table ronde. Jean-Laurent, avec tout ce que vous avez entendu, parce que on dit quand on a... Voilà. En fait, quand on a préparé la table ronde, moi je vous ai, on a discuté notamment du fait que vous aviez eu le témoignage de beaucoup de néo-artisans et finalement le témoignage des artisans un petit peu moins. Qu'est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vous avez entendu ou simplement quelque chose à ajouter? J'appréhendais un petit peu et j'avais pas tout à fait tort parce que finalement, non, mais c'est bien parce que c'est un livre sur les néo-artisans, donc c'est vrai que c'est un livre qui parle d'eux pour eux et c'est eux qui le lisent. Et je suis toujours content d'être invité chez les artisans qui sont là, non pas les métiers qui sont fuis, mais les métiers de réception de cette population, de la migration vers ces métiers. Et parce que c'est un autre univers, je me rends compte quand j'en parle, parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui passent pas ou qui sont peut-être dures à entendre ou surprenantes. Et voilà, et d'un autre côté, c'est aussi... Alors, c'est des diplômés qui sont en quête de sens, sont aussi des gens qui sont en souffrance et qui voient dans l'artisanat, donc chez vous, la lumière, la solution, quelque part. Donc c'est quand même assez beau, quoi. Faut, je veux dire, c'est quand même, je trouve, assez... un vrai signe de la manière dont ces métiers sont aujourd'hui perçus, la manière dont ils sont revalorisés symboliquement, voilà, dans l'imaginaire des gens, dans les médias, dans le fait qu'il y ait des articles sur l'artisanat, sur les savoir-faire. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc voilà, après, moi je suis, j'ai l'habitude
de travailler sur des sujets un peu chauds comme ça. Donc ça me choque pas qu'il y ait des clashs, et à vrai dire, c'est plutôt c'est le signe que tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, je veux dire, voilà, la vie, les questions d'emploi, les questions de travail, les questions de salaire, c'est compliqué. C'est des questions d'inégalité sociale aussi. Donc c'est tout à fait sain et normal que ça provoque un peu des réactions un peu conflictuelles, d'autant que... Enfin voilà, non, j'ai plus rien d'autre à dire. Ok, très bien. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je voulais juste dire que je trouve que déjà c'est très intéressant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de profils différents. On entend les néo-artisans, on entend parler beaucoup. Et en fait, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faudrait peut-être aussi donner la parole aux artisans eux-mêmes. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a des frustrations chez les cadres, etc. Parce qu'ils ont un travail tellement intellectuel qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs mains et être connecter leur cerveau avec le concret, le résultat et leur corps, quelque part. Mais les artisans qui, eux, ont un métier, parce que c'est un métier, et vous avez parlé de technique, et vous n'acceptez pas, et vous avez raison, que des gens s'improvisent artisans sans avoir la technique et tout ce qu'il faut savoir. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des frustrations du côté des artisans eux-mêmes. Il y en a qui déplorent qu'ils n'ont peut-être pas les études qui leur auraient permis d'être armés dans le monde d'aujourd'hui. Et puis, ils remettent aussi beaucoup en cause la formation. Donc du coup, je trouve ça vraiment très intéressant de voir qu'il y a des frustrations des deux côtés et qu'en fait, on n'entend pas les artisans. On se dit que l'artisanat, c'est bien parce qu'on crée quelque chose, parce qu'on crée du beau. Il y a un souci aussi de bien faire, de perfection dans l'artisanat. On nous entend pas parce qu'on nous donne jamais la parole. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et moi, je trouve ça très très intéressant de voir que vous avez aussi des enfin, moi, je suis pas artisan, hein, je suis dans le monde du travail intellectuel, on va dire. Mais je trouve ça bien de voir aussi qu'il y a des besoins, que pour le monde d'aujourd'hui, l'artisanat, il a besoin de se réinventer, de connecter avec ce que font justement d'autres personnes. Vous avez parlé de design pour vous faire évoluer vers d'autres choses. Et je trouve ça vraiment très intéressant en fait, d'avoir cette confrontation de plein d'univers. Ben, merci. Bon, et ben ça constituera le mot de la fin, je pense. Moi qui avais vraiment encore des choses à dire, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Eh ben, merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Je vous engage, si vous n'avez pas encore eu le temps de faire un tour dans l'exposition, allez-y, ça dure encore une semaine. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, ça se termine le 9 décembre. Voilà. Et vous avez, voilà. Et si vous avez encore des questions à poser aux artisans, parce qu'on les entend peut-être pas assez, alors vous avez peut-être votre curiosité qui vous pousse à venir les voir, ils seront là puisqu'ils assurent une permanence, hein, si je dis pas de bêtises, tous les jours, à partir de 13h. De 13h à 20h. De 13h à 20h, et il y a encore plein d'animations à venir, des ateliers. Voilà, en gros c'est ça. Vous avez des programmes un petit peu partout. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci à tous pour vos interventions, vos témoignages, vos sentiments sur ça. Voilà, merci infiniment. Pour curiosité, si vous voulez savoir ce qu'on fait, on n'a pas encore de site internet, mais on a une page Facebook qui s'appelle juste Pure Curiosité au singulier. Et le prochain événement, ce sera avec une archéologue qui est prof à l'école du Louvre et qui vient nous parler du divin au féminin en Égypte antique. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous.